Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine, je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis. Alors, installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Aujourd'hui, je vous parle d'immobilier. C'est une réflexion que j'entends assez souvent en ce moment. L'immobilier, c'est fini. Ça ne vaut plus le coup d'investir dans l'immobilier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le bon moment pour faire le point. Ce que nous allons voir dans cet épisode, quand est-ce qu'on peut dire que c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier? Quels sont les obstacles du marché immobilier aujourd'hui? Et bien sûr, est-ce qu'il est encore temps d'investir dans l'immobilier en 2025? Avant toute chose, pensez à vous abonner à ce podcast si vous voulez en apprendre plus sur l'argent, les investissements et la liberté financière. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un marché est favorable à l'immobilier? D'une part, un des critères, c'est que les taux sont bas. C'est ce qu'on a vécu entre 2010 et 2020. Vous pouviez emprunter à 1 ou 2. Les taux étaient bas et ils étaient même de plus en plus bas. Le crédit était super facile à obtenir. Les banques étaient généreuses, elles étaient assez peu regardantes par rapport aux emprunteurs et elles prêtaient assez facilement sans demander d'apport. Donc vous pouviez acheter sans apport. Et pour ce qui concerne les investisseurs, elles pratiquaient le taux différentiel pour savoir si un investisseur pouvait ou pas encore emprunter, c'est-à-dire qu'effectivement, elle calculait, combien vous alliez gagner avec votre bien, moins combien vous versiez en crédit et si le différentiel était positif, elle vous accordait un crédit. Donc c'était une manière de calculer qui était particulièrement favorable aux investisseurs. Troisième chose, le marché est favorable lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Pourquoi? Parce que c'est juste beaucoup plus simple de négocier. S'il y a 3 vendeurs qui veulent vendre leurs biens et une personne qui veut acheter, normalement, on va aller sur un marché qui donne la main à l'acheteur, qui donne la main à l'investisseur éventuellement et qui permet de négocier de manière importante. Quatrième chose, une démocratisation des offres grâce à internet. Donc la période dont on sort a été une période dans laquelle il y a eu de plus en plus de sites d'annonces. Donc grâce à internet, n'importe quel particulier a pu avoir accès aux annonces du marché. N'importe quel vendeur pouvait mettre son bien directement sur internet grâce à des sites comme le Bon Coin, mais aussi en passant par des agences, à des sites comme Se Loger, comme Bien Ici, etc. Donc à la fois les agences ont pu mettre leur offre sur internet, mais aussi les particuliers ont pu mettre leur offre sur internet, donc une démocratisation des offres. Parallèlement à ça, les formations sur l'immobilier se sont développées et grâce à ces formations, les particuliers ont pu découvrir de nouveaux modes d'exploitation, à la fois rentables et faciles, ou en tout cas pas trop compliqués. Ce qui, dans un premier temps, pouvait être réservé aux professionnels et s'est démocratisé, donc est devenu ouvert à n'importe qui, avec de nouveaux marchés qu'on ne connaissait peut-être pas il y a 15 ans ou 20 ans. La location courte durée, la colocation, la sous-location. Même si on les connaissait, c'était pas autant développé que ça a pu se développer dans les dernières années. Donc de nouveaux modes d'exploitation. Pour l'anecdote, ma première sous-location date de 2000. Je me suis assez amusée lorsque tout d'un coup j'ai vu passer des personnes qui parlaient sur internet en disant: «J'ai créé la sous-location». Ben non, je l'ai créé bien avant puisque, j'ai démarré en 2000. Alors, à l'heure des charges, j'ai ouvert une sous-location en 2000, mais je n'étais pas tout à fait consciente de ce que j'avais entre les mains et peut-être même du trésor que j'avais entre les mains. Donc je ne l'ai pas exploité autant que j'aurais pu entre, 2000 et 2020, mais j'ai fait d'autres sous-locations par ailleurs. Autre critère qui fait qu'un marché est favorable à l'immobilier, lorsqu'il est orienté à la hausse. Pendant un certain temps, vous pouviez acheter votre bien immobilier en étant quasiment certain ou certaine de faire une plus-value à l'arrivée. La plus-value était garantie. C'est ce qui fait qu'effectivement, le marché était particulièrement porteur, puisqu'au moment de l'achat, vous êtes sûr de faire un bénéfice au moment de la revente. Donc ça, c'était les années 2010-2020 qui ont été particulièrement favorables, mais les temps ont changé.
Donc oui, effectivement, le marché immobilier a changé. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? D'une part, les taux ont remonté. Donc on est aujourd'hui autour de 3, 3,5% en fonction de votre situation. Et il y a un an, on était même à 4, 4,5. La conséquence de ça, c'est que pour la même capacité d'emprunt, vous pouviez acheter moins de mètres carrés. Pour que vous vous rendiez compte, lorsque les taux d'intérêt montent de 1 point, votre capacité d'emprunt en mètres carrés diminue de 8 mètres carrés. Donc, à chaque fois que le crédit augmente de 1 point, vous perdez 8 mètres carrés de surface. Si on prend de 1% à 4% sur les dernières années, ça veut dire qu'effectivement, vous avez perdu 3 fois 8, 24 mètres carrés. 24 mètres carrés, c'est 2 chambres. Donc, vous pouviez acheter en 2010 une maison avec 4 chambres. En 2025, vous pouvez, avec la même capacité d'emprunt, acheter une maison avec 2 chambres. Forcément, ça ralentit considérablement le marché parce que si vous avez une famille nombreuse, il vous faut 4 chambres. Donc, c'est 4 chambres ou rien. Vous n'allez pas acheter une maison plus petite. Deuxième chose qui a changé, le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, s'est inquiété de la générosité des banques et a sifflé la fin de la récréation, en demandant aux banques d'être plus attentifs au surendettement de leurs clients. Donc le HCSF a mis des règles plus strictes, 35% d'endettement sauf exception, et la fin du calcul différentiel pour les investisseurs, ce calcul qui était particulièrement favorable. Donc ça a limité l'accès au crédit. Il y a moins de personnes qui ont pu emprunter avec généralement moins de capacité d'emprunt. Donc si vous, ne pouvez plus emprunter qu'à 35 de vos revenus, cela diminue votre capacité d'emprunt et donc ça fait que moins d'acheteurs ont accès au crédit. En théorie, les prix auraient diminué, mais les vendeurs n'ont pas voulu renoncer à leur plus-value. Les prix diminuant, ça veut dire que vous avez moins de plus-value, donc les vendeurs sont moins contents et ils n'ont pas voulu non plus renoncer à leur crédit à 1 ou 2. Je vous rappelle que lorsqu'on vend, on rembourse le crédit. Donc vous vendez votre bien, vous remboursez le crédit à la banque. Ça veut dire que les vendeurs auraient dû rembourser un crédit à 1 ou 2, pas cher, pour éventuellement réinvestir en empruntant à 4 ou 3. Lâcher un crédit à 1 pour réemprunter à 4, c'est pas franchement l'affaire du siècle. Et donc, on a eu un marché où les vendeurs ont décidé tout simplement de ne pas vendre. Autre changement, des nouvelles normes, dont le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, dont vous avez entendu parler, qui fait qu'on ne peut plus louer des logements G+, G, F, et puis on va remonter comme ça, ni louer, ni vendre dans un certain nombre de cas. Donc là aussi, gel du marché. Autre chose, l'État a besoin d'argent. Et tout ça, ça se cumule, bien évidemment. Il a besoin d'argent, vous ne serez pas passé à côté de l'information, donc ça veut dire une hausse de la taxe foncière, une hausse des coûts de fonctionnement de l'immobilier, qui devient donc moins intéressant. Je continue. La régulation du marché, l'encadrement des loyers, les permis de louer, l'encadrement de la location courte durée, tout ça a mis une limite à un certain nombre de modes d'exploitation qui étaient particulièrement rentables, encore une fois, et assez faciles. L'encadrement des loyers s'applique aussi à la colocation. Le permis de louer a limité la location. L'encadrement de la location courte durée limite forcément la location courte durée. Dernier point, pour expliquer pourquoi le marché a changé, pourquoi il est maintenant à la fois bloqué, mûr et on arrive sur un marché de professionnels, parce qu'il y a moins de constructions neuves suite à l'augmentation des matériaux. Les constructions sont plus chères, certains promoteurs ont pu faire faillite, d'autres ont ralenti, donc moins de biens en location, moins de possibilités d'acheter. Le marché est bloqué. Les acheteurs potentiels ne peuvent pas acheter puisqu'il n'y a rien à acheter, donc ils restent locataires. Il y a moins d'acheteurs, il y a moins de locataires, il y a moins de vendeurs, il y a moins de tout. On est sur un marché gelé, on est sur un marché mature et sur un marché de professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous former pour continuer à investir dans l'immobilier. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter, continuer à acheter, ou est-ce qu'il faut attendre que ça baisse? Il y a un dicton en immobilier qui dit, ou qui disait, et on va voir s'il est toujours d'actualité: «Ne jamais attendre pour investir dans l'immobilier, investir dans l'immobilier et attendre». Est-ce que ce dicton est encore valable aujourd'hui? Alors je ne vais pas tourner autour du pot pendant 107 ans, on continue à acheter de l'immobilier en 2025. Probablement qu'il faudra prévoir un apport.
un apport plus important donc en 2010 où on pouvait acheter sans apport, mais je n'ai jamais été très adepte du sans apport en réalité, parce que ça demande beaucoup d'énergie en négociation. Donc il vaut mieux faire ce qu'il faut pour avoir un apport, même petit, plutôt que de perdre du temps à aller faire 50 banques pour finalement en trouver une qui va accepter de vous prêter sans apport. Deuxième chose, deuxième changement, on ne va pas pouvoir aller au plus évident. La location courte durée, à l'origine, on en faisait dans une ville ultra touristique ou dans une grande ville, parce qu'on était sûr de trouver des locataires. Aujourd'hui, si on veut continuer à faire de la location courte durée, ça sera dans de plus petites villes. On va devoir inventer de nouvelles formes de location. On va passer de la colocation ou co-living. On va peut-être aussi investir en colocation dans de plus petites villes. Autrement dit, on change de mode, on ne va plus vers le plus évident, on va commencer à faire preuve de créativité. Troisième chose qui change, la nécessité de se professionnaliser, notamment pour connaître les lois, s'informer sur les travaux, s'informer sur les restrictions. Il va falloir réapprendre à négocier. Lorsque le marché est facile, lorsque l'on sait qu'on va avoir une plus-value à l'arrivée, on n'est pas forcé d'être un as de la négociation. Lorsque le marché devient plus difficile, on doit réapprendre à négocier. Et puis, dernier point, le marché immobilier est tout à fait possible, mais il va falloir renoncer aux promesses mirobolantes et viser une rentabilité qui peut être plus de 8% plutôt que de 12 à 15%. Non pas que ça n'existe pas, mais ça va devenir de plus en plus réservé à des personnes qui se professionnalisent, qui en font leur métier, qui sont à la pointe de la négociation, des travaux, de tout un tas de trucs. Malgré ça, les bonnes affaires existent toujours. Les banques prêtent toujours et les investisseurs continuent à bien gagner, et je vous le garantis, avec la colocation, avec de la location courte durée, avec de l'achat-revente, avec de l'achat d'immeubles, avec de la location meublée de longue durée sur des petites surfaces. Tout ça, ça reste de l'immobilier à haut rendement. Dernière information, si vous avez un projet immobilier en tête, c'est même sûrement un excellent moment pour acheter. Parce que les taux ont baissé. Je vous l'ai dit, on est passé autour de 3% sur 20 ans au lieu de 4, mais qu'ils pourraient remonter d'ici quelques mois. En tout cas, ils ne baisseront pas davantage. Donc, on ne va pas attendre que le marché baisse et on va y aller maintenant. D'autant que les banques ont de nouveau, et c'est la bonne nouvelle du jour, ouvert leurs portes en grand. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ce podcast et cliquez sur le lien dans le descriptif pour recevoir mes mails. Un mail à lire une fois par semaine le dimanche avec des ressources complémentaires sur l'argent, les investissements et la liberté financière. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.